All rise. Voulez-vous le verre? Please be seated. Maître Altit, Le président Maître Altit, une petite chose que j'aimerais préciser avec vous, peut-être que c'est qu'il faudrait poser à l'interprète, mais peut-être que vous pourrez préciser les choses. Lorsque vous avez parlé du docteur Bizosa, la traduction en anglais de ce que vous avez dit était un militant du Front patriotique rwandais. Je ne sais pas si cela est modifié, mais c'est en tout cas ce que nous avons entendu. Oui, toujours écrit militant du Front populaire rwandais. Dans les éléments de preuve, enfin, lorsqu'il a déposé, cela a été traduit comme membre populaire rwandais. En français, il y a peut-être une connexion un petit peu plus proche entre ces deux noms, membres et militants. Pouvez-vous préciser la forme la plus appropriée en anglais pour ce que vous avez dit aujourd'hui? Oui, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'il est venu, le docteur Bizosa s'est présenté de la manière suivante. Et je cite, je suis un membre. Alors je fais une traduction française basée sur les transcrits. Je suis un membre du Front Patriotique. Je suis fier de l'être. J'ai travaillé avec eux, c'est-à-dire avec le Front Patriotique rwandais. Et après, il dit d'autres choses. La manière dont il présente ça, c'est la manière dont on pourrait le qualifier de militant en français. Et même de militant actif, absolument. well, no, Le président. Merci, Maître Altit. Monsieur Elderkin, avez-vous quelque chose à dire à Monsieur la terminologie en français et dans les traductions? Et le terme militant en français a été traduit par activist en anglais. Donc, c'est peut-être la section des services linguistiques qui pourra vous donner la réponse finale. Le président, merci pour votre intervention, mais votre Maître Altit répond à la question qui me concerne. Je vous remercie pour votre soumission. Passons maintenant au rôle de l'accusation à ce stade de la procédure et donnons la parole à Monsieur Elderkin. Your Honours. Mesdames et Messieurs je souhaiterais commencer par une petite période à huis clos partiel que j'aimerais montrer un extrait bref de 3 minutes et demie de mise en état. Et cela va de 49 minutes 14 secondes à 52 minutes 50 secondes. Et cet extrait
du huis clos partiel pendant cette conférence de mise en état. Le président, vous souhaitez donc présenter des éléments de preuve, Monsieur Elderkin? Oui, je pense que ces éléments de preuve sont déjà au compte-rendu. Ils font partie d'une audience alors que vous siégiez seul et cela permettrait de mieux comprendre la manière dont nous présentons l'attitude de Monsieur Kabuga. Le juge-président Maître Altit, qu'en pensez-vous? Very well, we shall go into private session. Le président, très bien. Nous passons à huis clos partiel. We're back in open session. Le greffier d'audience, nous sommes en audience publique. Monsieur le président, merci. Monsieur Elderkin, pouvez-vous me rappeler la date de cette conférence de mise en état? Monsieur Elderkin, c'était le 3 février, Monsieur le Président, de cette année. Le Président, très bien, merci. Veuillez poursuivre. Monsieur Elderkin, Monsieur le Président, Mesdames les juges, selon le critère de la plus grande probabilité, les éléments de preuve qui se trouvent devant vous sont que Monsieur Kabuga est apte. La défense de son fardeau. Ce qui compte, c'est ce que M. Kabuga est capable de faire. Telles que sont les choses aujourd'hui, il est capable de contribuer de manière effective à la procédure. Et il est dans l'intérêt de la justice qu'il y ait un procès. Le fait qu'il y ait un procès, avec les arrangements nécessaires en place, respecte les droits de M. Kabuga. Cela respecte également les droits de personnes qui ont des intérêts manifestes en l'espèce, notamment les survivants et les proches des victimes du génocide rwandais. Cela respecte également l'intérêt commun pour que les crimes internationaux les plus graves soient poursuivis dans toutes les circonstances, sauf les plus exceptionnelles. Pour être tout à fait clair, l'accusation accepte que M. Kabuga est une personne âgée et vulnérable. Et il se peut qu'un jour, il ne soit plus apte à être jugé. Mais le moment n'est pas encore venu pour cela. Les arrangements consistant à adapter la procédure pour aider M. Kabuga sont importants. Ils ne peuvent remédier à l'inaptitude, mais reflètent le fait que l'aptitude doit être évaluée dans un cadre approprié qui rend possible un procès pénal international dans le contexte de toutes les complexités inhérentes à ce genre de procédure. Les arrangements sont consacrés dans le règlement du mécanisme, notamment le droit d'un accusé d'être représenté par son conseil. Et à un degré plus simple, le fait qu'il y ait une interprétation de la procédure de l'accusé.
les arrangements font partie du système. Au vu de l'âge et de la vulnérabilité de M. Kabuga, des arrangements nouveaux devraient et peuvent avoir lieu. C'est la façon dont la justice se fait, telles que celles qui sont encore poursuivies, par exemple en Allemagne, s'agissant de charges datant de la Seconde Guerre mondiale. Si les procédures sur le plan peuvent être adaptées, cela doit également être possible sur le plan international. Et vous vous souviendrez, mesdames et messieurs les juges, que le professeur Kennedy a fait un certain nombre de recommandations pratiques en la matière que vous pouvez considérer. Quelques mots maintenant sur la norme applicable selon laquelle l'aptitude de M. Kabuga doit être évaluée. La norme de l'aptitude énoncée par la Chambre d'appel du TPY dans l'arrêt Strugar a été approuvée dans d'autres cours et tribunaux internationaux et il s'agit de la norme applicable. Premièrement, l'évaluation est une évaluation qui repose sur le bon sens, une évaluation judiciaire. Deuxièmement, est de savoir si, selon la balance des probabilités, l'accusé peut contribuer de manière effective à la procédure. Il revient à la partie qui soulève une contestation de présenter sa cause. La norme n'est pas quelque chose de plus élevé, tel que cela a été précisé lors du contre-interrogatoire du professeur Mézé, qui a mal énoncé la norme. La contribution effective n'est pas un seuil élevé. Les cours et tribunaux de par le monde des accusés souffrant de déficits cognitifs mettent en place des arrangements et protègent ces accusés en leur permettant d'être représentés par un... La contribution effective devrait être déterminée à un niveau pratique en prenant en compte les arrangements et les protections disponibles. Il ne s'agit pas d'une question hypothétique de savoir si l'accusé pourrait avoir un procès équitable en l'absence de ces aides. Le président, pouvez-vous préciser ce que vous voulez dire quand vous parlez du rôle joué par le Conseil? Que les tribunaux de par le monde font des procès contre des accusés ayant des déficits cognitifs en arrangement et protégeant ces accusés en leur permettant d'être représentés par un conseil. Dites-vous que la représentation par un conseil elle-même est en fait une sorte d'arrangement pour les personnes souffrant de déficits? Monsieur le Président, je ne souhaiterais pas suggérer qu'il y ait un traitement, un remède, l'inaptitude. Mais, comme vous l'avez entendu, plus particulièrement lors de l'interrogatoire la semaine dernière, il y a eu des propositions aux suggestions faites à l'expert relatives au rôle que doit jouer un accusé au sein d'une procédure, en particulier dans le cadre de procédures très complexes. Et je ne veux pas dire qu'un accusé doit faire tout ce qu'un conseil est censé faire.
Le président, merci. Cela clarifie les choses. L'accusation. Donc, passons maintenant au rôle du Conseil de la défense et au rôle. Le rôle du Conseil de la défense comprend le fait de fournir une interface appropriée entre la complexité de la procédure, y compris par exemple le volume des éléments de preuve, et l'accusé qui lui-même n'est pas censé être aussi capable que le Conseil d'assimiler et de comprendre l'ensemble des éléments de preuve et le cadre juridique de l'affaire. Et là, je cite un passage de la Chambre d'appel du TP grec, de l'arrêt Strugar, paragraphe qui est représenté par un conseil, n'est pas censé avoir la même compréhension d'éléments relatifs à son dossier qu'un conseil qualifié et même les personnes qui sont en bonne santé physique et mentale, mais sans éducation juridique et compétences pertinentes, ont besoin considérables juridiques, plus particulièrement dans des dossiers de nature complexe juridique, tels que celle portée devant le tribunal. Cela nous vient d'une décision relative à une requête formulée par l'accusé Gvero, consistant à mettre un terme à la procédure, et qui dit « Le fait de traiter les informations complexes inhérentes à la procédure pénale internationale, c'est le rôle du Conseil de la défense. Il s'agit pour lui de conseiller ses clients. Et si je passe du temps sur cela, c'est que parfois, lors du contre-interrogateur de la défense ou de l'interrogateur de la défense de leurs experts, la défense inversait les rôles du conseil et de l'accusé. Par exemple, lors de l'interrogatoire du professeur Kennedy, Maître Altit a suggéré, à la page 57 du transcript du 31 mai, que l'accusé devrait pouvoir ce que dit le témoin, comprendre ce que dit le témoin, comprendre tous les détails, les tenants et les aboutissements, comprendre les raisons pour lesquelles le témoin dit ce qu'il ou elle dit, et également savoir si le témoin dit la vérité ou non. Quand il devrait savoir pourquoi ou essayer de comprendre les raisons pour cela. Il s'agit donc d'un exercice d'une concentration extrême que l'accusé fait. Et pour résumer les choses, à expliquer au Conseil de la défense, de ce qui s'est passé selon son opinion. D'après l'accusation, c'est cela qu'on demande à un accusé. Mais c'est plutôt ce que le Conseil doit faire au nom de son client. Le président. Je vois, Monsieur Elderkin, que vous avez des références pour cette soumission. Mais les cours internationales donnent à l'accusé le droit de se représenter, quelle que soit la complexité de l'affaire. Donc, comment réconciliez-vous ces deux éléments? Le droit, c'est le droit. Et bien entendu, la représentation de l'accusé par lui-même est permise devant le mécanisme. Il a été devant le TPY et le TPIR. En pratique, la majorité des accusés choisissent d'entendre le conseil de leur conseil. Et pour il y a des arrangements qui sont faits. Donc, il faudrait voir ce qui se repasserait si M. Kabuga insistait pour s'auto-représenter.
mais je reconnais que ce droit est consacré et je ne suggère pas que ce droit n'existe pas, donc le droit à l'autoreprésentation. Le pr- Donc, je présente donc mon quatrième point. La Chambre, dans les rapports d'experts et entendu dans leurs témoignages, la phrase suivante, à savoir « L'aptitude est un concept dynamique. Tout le monde a des bons jours et de mauvais jours. Une personne de l'âge et avec l'état de santé de M. Kabuga, d'autant plus. L'évaluation de l'aptitude n'a pas trait au mauvais jour d'un accusé, de base à la façon dont l'accusé fonctionne lorsqu'il n'est pas fatigué ou lorsqu'il souffre des conséquences d'une infection temporaire. Et ce ne serait pas dans l'intérêt de déterminer l'aptitude à être jugé de M. Kabuga sur la base d'un moment où ses capacités cognitives étaient diminuées, par exemple, suite aux conséquences d'un acte chirurgical ou d'une maladie, ou lorsqu'il est simplement fatigué. Cinquième point. L'évaluation de l'aptitude n'est pas quelque chose d'actif. Monsieur Kabuga ne devrait pas être jugé inapte aujourd'hui parce qu'il y a un risque qu'à l'avenir, il souffre de des qui le rendent incapable de participer effectivement à la procédure. La façon dont M. Kabuga se sentira dans 6 mois, 1 an, dans 2 ans, pertinent aux fins de planification et de gestion du procès. Mais cela ne devrait pas figurer dans cette évaluation, l'évaluation de son aptitude à être jugé. Et ça, c'est important, car une grande partie de ce que M. Mézé avait à dire au sujet de l'aptitude de M. Kabuga concernait sa façon de voir l'avenir de la santé de Kabuga. Et une grande partie du contre-interrogatoire de M. Kennedy, du professeur Kennedy, s'est également concentré sur ce sujet. Mais cela n'est pas pertinent à la décision relative à l'aptitude. La question de savoir si M. Kabuga est capable de témoigner pour sa propre défense devrait être considérée au moment où il pourrait exercer ce droit et pas avant. Les moyens d'accusation viennent en premier et il serait de considérer que M. Kabuga est inapte à participer à un procès aujourd'hui sur la base de préoccupations quant à savoir s'il est de suivre la procédure de questions et réponses d'un interrogatoire plus tard dans la procédure. Cette question viendra lorsque le moment sera venu des moyens de la défense, s'il choisit d'exercer son droit de témoigner en sa propre défense. Mais cela ne devrait pas être déterminé à l'avance. Et j'ajouterais que cette question, à la lumière des arrangements éventuels que l'on pourrait mettre en place, comme par exemple le fait d'utiliser des questions écrites ou même la possibilité de procéder sans contre-interrogatoire. Sixième point. Le diagnostic médical de la condition médicale de M. Kabuga n'est pas directement pertinent quant à la détermination de son aptitude à être jugé. Pavle Strugar, l'accusé en l'affaire qui a donné lieu à la jurisprudence pertinente concernant été accepté par la Chambre de première instance comme ayant été
adéquatement diagnostiqué avec une démence d'Alzheimer. Mais ce diagnostic n'était pas déterminant quant à son aptitude. Ce qui comptait maintenant, à savoir la capacité fonctionnelle de l'accusé à contribuer de manière effective à son procès et non pas une étiquette donnée pour décrire sa condition. Je cite le paragraphe 61 de l'arrêt. Les diagnostics médicaux, quel que soit leur nombre, ne suffisent pas à évaluer la compétence d'une personne à être jugée. Le président, revenons à votre point précédent. Si mes souvenirs sont bons, les éléments finaux relatifs aux capacités requises pour que apte, c'est la capacité de déposer en sa propre défense. Vous dites que cela devrait être détaché de l'évaluation? Et si c'est le cas, y a-t-il des sources qui peuvent appuyer ce... Ce que je dis, Monsieur le Président, c'est que l'aptitude est évaluée en temps réel. Et si j'ai raison qu'il n'y a pas d'évaluation prospective, le seul moment où il y aurait de la clarté quant à la capacité de l'accusé, enfin capacité, aptitude, ce sont les termes utilisés dans le contexte de la liste non exhaustive dans l'affaire Strugar. Cela vient au moment où l'accusé arriverait à l'exercice de son droit. Et si je me rappelle la liste de capacités dans l'affaire Strugar, c'est uniquement la capacité de faire une déclaration pour témoigner de sa propre défense. Et la seule chose qui est séquencée, bien sûr, on ne pourrait pas démarrer un procès avec un accusé qui ne serait pas apte à instruire son conseil, à comprendre les éléments de preuve ou à plaider. Ça, c'est pour l'avenir. La seule chose serait le témoigner lui-même. Le président, qu'est-ce que vous diriez si à cette étape, il était clair qu'un accusé dans la situation ne pourrait pas matériellement témoigner en sa propre défense? Vous diriez à ce moment-là que malgré tout, le procès devrait démarrer. Et il faut envisager des circonstances qui pourraient donner lieu à des injustices très graves. Réponse. Je serais d'accord avec vous, Monsieur le Président, si c'était clair dès maintenant. Le test à ce moment-là n'est pas rempli en ce qui concerne ça. Mais je poserai la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait procéder à une telle subdétermination. Et concernant le fait de dire maintenant qu'il ne pourrait pas témoigner pour sa défense, avant de savoir ce qui se passerait avec les aménagements. Donc la fonctionnalité exigée pour témoigner, avec une capacité de pouvoir répondre à des questions préparées à l'avance, ne pas être confronté à un interrogatoire sans savoir quel serait le déroulement du procès et sans savoir, par exemple, s'il y avait un accord de la part du procureur pour dire que nous n'aurions pas de contre-interrogatoire. À celle de savoir ce que pourrait faire ou pas faire l'accusé, mais ce ne serait pas pleinement exploité. Donc c'est une question de savoir ce qui est clair maintenant ou après. Monsieur le Président, je pense que au professeur Kennedy, il y a des doutes quant à la notion de présenter des questions écrites préparées à l'avance dans le cadre d'un contre-interrogatoire. Mais j'ai comme l'impression que vous ne ressentez pas de scepticisme. Réponse, puisque ce serait à nous d'avoir le droit normalement pour procéder au contre-interrogatoire, nous pensons que ce serait possible de faire ce que nous aurons à faire sans procéder à un contre-interrogatoire. Nous pensons que par d'autres moyens, par d'autres éléments de preuve, par d'autres témoins, cela devrait suffire. Et
Et sinon, on pourrait décider de savoir si nous, en cas de besoin, nous pourrions procéder à des aménagements de notre côté sans mettre l'accusé dans une situation où il serait ensuite exercer son propre droit. Le président, veuillez poursuivre. Le procureur. Monsieur, mesdames les juges, je viens de vous présenter le cadre pour de l'aptitude de Monsieur Kabuga. Je vais maintenant passer aux éléments de preuve que nous avons à soumettre dans le cadre de cette évaluation. Chacun des experts médicaux s'est exprimé l'aptitude en réponse aux questions qui leur ont été posées. En plus, au sein de leur rapport et lors de leur témoignage, il y a un grand nombre d'observations faites concernant la relation avec M. Kabuga. Si on regarde les différentes évaluations et aussi lors des conférences de la mise en état, surtout en février et mai de cette année, Kabuga a parlé de son passé personnel. Il a soumis des arguments, comme nous venons de le voir dans cet enregistrement, concernant sa défense et sa représentation. Il a formulé des demandes concernant un changement de conseil et il a exprimé les justifications de telles demandes. Il a fait des blagues. Il a parlé aussi du fait qu'il était au courant de l'évaluation en cours de ses capacités. L'enregistrement que j'ai fait passer tout à l'heure n'est qu'un seul exemple. Mais les éléments de preuve de tout ce qui est disponible, les enregistrements de ces conférences de la mise en état, les rapports médicaux du quartier pénitentiaire et les témoignages des experts médicaux légaux démontrent sur une longue période que lorsque M. Kabuga est en bonne santé physique, opposé, il est à même de se concentrer, communiquer, se rappeler des faits et des événements pertinents, faire des choix et manipuler de nouvelles informations. Tout ceci pris ensemble, tous ces éléments nous donnent une image d'une capacité cognitive suffisante pour permettre une participation. On ne peut pas contourner la différence fondamentale des avis entendus et lus si on compare professeur Mézé et les opinions, les avis d'autres experts et aussi de l'équipe médicale qui traite M. Kabuga. Le professeur Mézé est, si j'ai bien compris, et je pense que j'ai bien compris le rapport de Dr. Chouk, je pense que ceci étant dit, le professeur Mézé est le seul des médecins à avoir vu M. Kabuga arriver à un diagnostic de démence. Il n'y a pas de diagnostic posé de démence dans le dossier médical existant et auquel le professeur Mézé avait accès. Il était très décidé, très ferme pendant son témoignage. Elle a dit « Je suis sûre de mon diagnostic ». Et là, je fais référence au transcript du 1er juin à la page 79. Cette certitude me paraît déplacée et peu pertinent. Le professeur Mézé et le professeur Kennedy se sont mis d'accord sur leur déclaration conjointe. Cognitive était la question clé et pas une étiquette diagnostique. Et là, je fais référence à la page 2 de la déclaration conjointe. Cependant, le professeur a posé son diagnostic de démence et elle a mis au centre de son témoignage concernant la capacité fonctionnelle.
D'après nous, d'après le procureur, ce sont ces choses-là qui comptent. Cela crée un raisonnement circulaire. D'après son raisonnement, elle pose son diagnostic sur la base d'une évaluation de la fonction cognitive de M. Kabuga. Ensuite, elle exploite le diagnostic pour proposer que la fonction cognitive de M. Kabuga sont déficientes puisqu'il souffre de la condition qu'elle a diagnostiquée. Monsieur, Mesdames les juges, si vous regardez le paragraphe 66 de son rapport, vous verrez qu'elle est l'importance du diagnostic précis. Et tout de suite après, elle dit que ce qui est plus important, c'est l'effet de sa maladie cérébrale sur les aspects centraux de sa fonction cognitive. La maladie cérébrale et le diagnostic qu'elle pose, même si c'est dit en des termes plus généraux. Le professeur Mézé dit donc que le diagnostic ne compte pas, mais en même temps que cela compte. Ceci représente une différence par rapport à la démarche du professeur Kennedy. Son évaluation était fondée sur l'assimilation large d'observations, de constatations concernant le comportement réel de M. Kabuga, y compris des informations provenant de bon nombre de personnes et en contact régulier avec au quartier pénitentiaire des Nations Unies et aussi dans l'hôpital du prison. Le professeur Kennedy ne recherche pas un diagnostic. Il essaye de trouver la fonction cognitive, peu importe tout diagnostic médical sous-jacent. Et c'est exactement ce qui est exigé par la jurisprudence Strugard. En dehors de la différence entre la position du professeur Mézé et celle de tous les autres spécialistes et soignants, le témoignage du professeur Mézé seul pose des questions et pose un certain nombre de problèmes. Tout d'abord, la méthodologie utilisée par le professeur Mézé est contestable. Les sources qu'elle a choisi d'utiliser. D'après son témoignage, la première étape de l'évaluation de M. Kabuga, le professeur Mézé, était de consulter le dossier médical. Les antécédents médicaux de M. Kabuga fournis au professeur Mézé ne contiennent pas de diagnostic de ni d'indication d'ICT répétée. La terminologie joue un rôle important ici. Monsieur Kabuga avait subi des mais qui sont transitoires et ce n'est pas la même chose que les AVC. Le professeur Mézé a également parlé au docteur Falke et elle a interviewé Monsieur Kabuga en janvier 2022. Lors de cet entretien, elle a procédé au test de Folstein qui a été exploré en détail lors du interrogatoire du professeur Mézé. Elle a dit que c'était à ce stade de son évaluation qu'elle a formé sa première opinion concernant un diagnostic de démence. Je fais du 1er juin à la page 49. Après cela, et elle a proposé 2 versions différentes de ceci pendant son témoignage. Elle a soit parlé à Kabuga et ensuite reçu le rapport du radiologue de l'IRM de M. Kabuga, traduit en anglais par le Dr Falke, ou vice-versa. Donc, c'était soit la conversation suivie du scan IRM, soit le scan IRM suivi de la conversation, mais peu importe. De prime abord, cela donne l'impression que la critique du professeur Mézé était fondée de façon très large. Mais au cœur
des éléments de preuve utilisés par le professeur Mézé, les choses se limitent. Au paragraphe 64, dit que le scan IRM effectué récemment en combinaison avec ces résultats du test Holstein, cependant, suggère la preuve étayée par les éléments d'information supplémentaires fournis par la fille de M. Kabuga. Le témoignage du professeur Mézé concernant la capacité fonctionnelle de M. Kabuga découle d'une certaine façon de ce diagnostic, mais il faut examiner de près la valeur de ces fondements mentionnés. Nous allons commencer par l'examen mini-mental state, le test de Holstein. Là, c'est problématique, non seulement parce que, comme cela a été expliqué par le professeur Kennedy, c'est censé être un outil pistage pour la pratique clinique. Et je fais référence au transcript du 31 mai à la page 8. Mais aussi parce qu'en tout état de cause, ce test n'est pas validé pour des personnes ayant le niveau peu élevé d'éducation de M. Kabuga. Et le professeur Mézé n'a pas pu confirmer que c'est validé pour l'utilisation avec ceux qui parlent kinésiologie. Nonobstant la mise en garde concernant le niveau d'éducation mentionné dans son rapport, et là je fais référence au paragraphe 30 du rapport Mézé, je note aussi que M. Kabuga, au professeur Mézé, qui n'avait jamais été à l'école, c'est indiqué dans son rapport au paragraphe 3 de la section sur les informations de base, a témoigné que elle estime que l'examen est valable puisque le résultat obtenu par M. Kabuga lors de ce test correspondait à sa situation clinique. Je fais référence au transcript du 1er juin, à la page 46. Le professeur Mézé a également témoigné que les origines culturelles et linguistiques d'une personne ne seraient en ce qui concerne la performance de tests cognitifs ou en général ou en particulier en ce qui concerne les tests de Holstein. Le transcript du 1er juin, page 46, et à la même page, elle dit qu'il y a un nombre de questions au sein de l'évaluation qui, d'après moi, sont invariables, quelle que soit la culture, la langue, et qui vous donnent des objectif de la façon dont cette personne peut effectuer les fonctions. Monsieur, Mesdames les juges, sur eCourt, il y a un document d'une publication British Medical Journal qui n'a pas été utilisé avec les témoins. Si vous voulez bien, j'aimerais citer une partie de cette publication et je vous invite à envisager possibilité de verser au dossier, mais si vous êtes contre, je ne vais pas le citer. Mettre le titre. It's new evidence. Well, so far, Le juge président, jusqu'ici, vous n'avez pas essayé de
présenter une justification de cette demande, ce qui est nécessaire avant que nous puissions prendre une décision. Monsieur, Mesdames les juges, je soumets que la proposition de l'inclusion de cet élément de l'examen de l'interrogatoire de la semaine dernière serait utile pour vous aider dans la procédure. C'est un document en ce qui concerne la référence au... Bien sûr, vous avez la possibilité d'envisager que ce soit versé au dossier. Mais en ce qui concerne la valeur de cet élément, je dirais que cela vient ayant une bonne réputation et cela vient de ce qui serait accepté comme gamme d'opinions acceptables dans la communauté. Et il y a aussi ce qui a été dit en ce qui concerne la remarque du professeur Kennedy concernant les limites du test de Folstein. Yeah, we do not. Nous ne pensons pas qu'il soit approprié à ce stade de faire référence à ce document. Donc, votre demande est rejetée. Veuillez poursuivre. Je passe maintenant au deuxième élément. Le professeur Mézé, c'est l'information qu'elle a obtenue de Bernadette Ouamaria, la fille de M. Kabuga. En fait, de ces 91 paragraphes, elle a consacré 17 paragraphes à ces informations. Dans son rapport, le professeur Mézé ne donne d'évaluation de la fiabilité de ces informations. Elle décrit la fille de M. Kabuga comme étant un soi-disant informant ou source d'informations indépendante. Et lors de son témoignage, le professeur Mézé a confirmé qu'elle a trouvé l'entretien avec Mme Ouamaria très, très utile. Référence au transcript du 1er juin à la page 19. Le professeur Mézé fait référence également à une lettre envoyée par un docteur Paulin Mouraillé de Kabuga. Et encore une fois, elle n'est pas critique concernant les informations contenues dans cette lettre. Le professeur Mézé a confirmé lors de l'interrogatoire que lorsqu'elle a parlé à Mme elle lui aurait dit qu'elle avait été invitée par la Chambre d'évaluer l'état mental de M. Kabuga. C'est une question, Monsieur le Président, que vous avez posée et c'est dans le transcript du 1er juin 1978. Avons-nous besoin de continuer à huis clos partiel? Le procureur, je ne le pense pas, Monsieur le Président. Le Président, veuillez poursuivre. Le procureur. Le troisième point, l'IRM. La Chambre a entendu de la part du professeur Kennedy qu'il y a certaines limites de scan l'anatomie cérébrale en ce qui concerne l'évaluation de la fonction cérébrale. Le transcript du 31 mai à la page 13. Les professeurs Mézé et Kennedy conjointes concernant l'IRM adoptent une position qui a été lue par le maître Altid ce matin. Et c'est très intéressant de constater qu'il y a un peu plus de retenue que dans le récit donné par le professeur Mézé pendant son témoignage. Dans la déclaration conjointe, et je fais référence à la page 3, nous sommes d'accord qu'il y a des indications vasculaires affectant le cerveau et aussi des accidents cérébrovasculaires précédents indiqués sur l'IRM par des modifications lacunaires ischémiques et d'autres modifications liées à l'âge de M. Kabuga. Comme cela a été dit devant la Chambre,
l'opinion du professeur Mézé concernant ce qui a été montré par l'IRM était bien plus forte que ce qui avait été exprimé dans la déclaration conjointe. Même que cela paraissait assez sur la défensive. Étant donné que le professeur Mézé n'a pas examiné les images de l'IRM, la traduction anglaise du rapport du radiologue prend une importance particulière. Le professeur Mézé a reçu sa traduction de la part du Dr Falke. Le greffe a le rapport original en néerlandais et a fourni sa propre en anglais, et qui se trouve aussi dans e-court, est accessible aux parties et à la Chambre. La différence fondamentale concernant la traduction de certains mots clés. La traduction du Dr Falke, citée par le professeur Mézé, fait référence à perte parenchymale dégénérative sévère des deux hémisphères. C'est le paragraphe 53 du rapport Mézé. Mais la traduction officielle du rapport du radiologue parle de perte parenchymale généralisée considérable des deux hémisphères. Et ça, c'est de la traduction officielle à la page 2. Peut-être que la Chambre aimerait mieux utiliser la traduction des services officiels plutôt que celle fournie par le Dr Falke. Ce libellé, pourrait donner lieu à une interprétation différente que celle du professeur Mézé. Voilà donc la méthodologie. Deuxièmement, très rapidement, le professeur Mézé avait utilisé la mauvaise norme de comparaison d'aptitude dans son évaluation de son rapport. Je note que, nonobstant ce fait, lors de mon contre-interrogatoire, le professeur Mézé, même en appliquant la norme applicable, sa position serait inchangée. Et là, je fais référence au transcript du 1er juin, page 66 jusqu'à 69. L'absence d'attention dans les termes qu'elle choisit montre ce qu'elle a reconnu elle-même lors du contre-interrogatoire, à savoir que son travail avait été précipité. Et cela nous vient du mois de juin 2022, compte rendu, page 38. Deuxième point. Le fait que le professeur Mézé se concentre sur son diagnostic préféré sans évaluer de manière adéquate d'autres possibilités est également révélé par le fait qu'elle admet fait aucun test relatif à la simulation. Elle a plutôt rejeté la possibilité en exprimant l'avis que le fait de maintenir une posture de simulation ou de modifier son comportement sur une période d'une longue durée ne serait pas possible. Le professeur Mézé a dit avoir appris qu'il était fugitif lorsqu'elle a parlé de sa fille. Et en 2019, selon sa fille, il avait un déclin mental. Quatrième problème avec le rapport du professeur Mézé. Et là encore, selon les données au professeur Kennedy par les employés de la prison, ils avaient l'impression que M. Kabuga avait plus de mal à répondre aux requêtes venant de la part de femmes. Rapport de Dr Kennedy, paragraphe 53.3.
la Chambre pourrait vouloir considérer si ce préjugé pouvait peut-être avoir eu un impact sur l'interaction du professeur Mézé avec M. Kabuga. Et puis pour terminer, il faut prendre en compte les conditions dans lesquelles le professeur Mézé a interrogé donc l'accusé. Son évaluation a eu lieu au milieu de la pandémie de la COVID-19, pendant la vague hivernale, et elle a admis qu'elle avait eu peu de temps pour l'évaluation. Elle a passé 2h30 à interroger M. Kabuga lors d'une seule session et a exprimé une certaine surprise que M. Kabuga pourrait être en mesure de pendant cette durée sans prendre de pause. Monsieur Kabuga portait également un masque pendant la plus grande partie de cet entretien et il y avait un écran entre le professeur Mézé et monsieur Kabuga. Au contraire, le professeur Kennedy a partagé son temps passé avec monsieur Kabuga en 2 séances d'environ 1 heure sur 2 jours. Compte rendu du 31 mai, page 54. Et cela pourrait être pertinent s'agissant de la différence de comportement et de capacité cognitive par les 2 experts. La description des mesures relatives à la COVID-19 faites par M. Kennedy était qu'il y avait 2 tables réunies pour augmenter la distance entre M. Kabuga et lui-même, mais aucune mention n'est faite d'écran ou de masque. Rapport du Dr Kennedy, paragraphe 54. Donc, la base supposément triangle, en forme de triangle pour l'opinion du professeur Mézé n'est pas suffisante. Lorsque j'ai fait référence ou que j'ai parlé à la professeure Mézé, je lui ai parlé du paragraphe 64 de son rapport, lui demandé si elle considérait que 3 de formaient la base de son diagnostic de démence et qu'elles étaient toutes fiables. Elle a répondu: eh bien, l'IRM est objectif et fiable. L'information de sa fille, je pense, était très utile. Ce qui a été utile, et je pense que toutes ces sources sont fiables. Vous pourrez peut-être différent, bien entendu. Ce que j'ai manqué ici, ce sont les évaluations cliniques et la discussion avec M. Falquet, ainsi que les dossiers médicaux et l'historique. 1er juin, transcrit page 52. Comme je l'ai dit, les informations relatives aux IRM ne sont pas objectives et aucun doute. Aucun des experts n'a conclu que la démence était indiquée. La traduction fournie au professeur Mézé est discutable. Le test de Folstein n'a pas été validé et ne permet donc pas d'étayer le diagnostic du professeur Mézé. Les informations fournies de M. Kabuga, telles que déposées, ne peuvent pas appuyer son diagnostic de manière fiable. La professeure Mézé a ajouté comme source dans son ensemble des évaluations cliniques et des discussions ayant eu lieu avec le docteur Falquet. Mais là encore, aucune de ces sources ne contiennent ni ne confirme de diagnostic de démence. Le président, monsieur Elder, que faites-vous du rapport supplémentaire fourni par le professeur Matacherazzo le 15 février suite à son examen du rapport relatif à l'IRM?
Il a dit avoir lu le rapport psychiatrique du professeur Mézé et l'a décrit comme étant complet, complémentaire à mon rapport du mois de novembre 2021. Et puis, il a dit que le diagnostic de démence se basait sur un constat clinique, que le constat radiologique donnait des informations quant à la nature du processus. Monsieur Elderkin, Monsieur le Président, mon interprétation de ce rapport supplémentaire du professeur Matasserasso, c'est qu'il avait dans son rapport de novembre 2021 suggéré qu'il serait approprié de demander une évaluation de Monsieur Kabuga, et mon interprétation de son évaluation, c'est qu'il a fourni un rapport gérontologique qui compléterait donc le rapport fourni par Monsieur Mézé. Je n'interprète pas. Le professeur Matasserasso adopte les constats de démence. Je pense qu'il fait uniquement une description générale d'un diagnostic. Je relève que le professeur Matasserasso n'a pas eu l'occasion de commenter le rapport du professeur Kennedy. Le Président, merci. So, finally, Pour terminer, comme a été relevé par le professeur Mézé, d'autres sources ont contribué à son diagnostic. J'aimerais demander à ce que l'on passe à huis clos. Le Président, huis clos partiel. Page 39. Nous pouvons revenir en audience publique. Le juge Bonomi, oui. Le greffier, nous sommes en audience publique. Le juge, veuillez poursuivre l'accusation. Selon l'accusation, le rapport du professeur Mézé est problématique. Passons maintenant aux éléments de preuve Kennedy. J'invite la Chambre à tenir compte de ce qu'a dit le professeur Mézé lorsqu'elle a dit « Je ne souhaite pas critiquer d'autres docteurs. Il y aura toujours des différences, mais je pense que plus vous avez d'informations, plus vous pouvez être certain lorsque vous parvenez à un diagnostic. » Compte rendu du 1er juin, page 80. J'invite la Chambre les informations sur lesquelles le professeur Kennedy s'est fondé pour parvenir à son opinion, au contraire des informations sur lesquelles le professeur Mézé s'est fondé. Le professeur Kennedy a examiné. Il a eu des consultations, de longues consultations avec l'agent médical du quartier pénitentiaire des Nations Unies et même l'agent médical adjoint, le physiothérapeute, 2 agents de détention, le médecin généraliste et l'agent de détention principal du quartier pénitentiaire, l'interprète, une infirmière de la prison, et il a également regardé les enregistrements
vidéo de l'audience du 21 juin 2021, du 6 octobre 2021 et du 3 février 2022. Et il a lu les comptes rendus de ces audiences. Et cela figure dans le rapport du professeur 1.9. Je vous renvoie également au long récit du professeur Kennedy des comportements variés qu'il a concernant M. Kabuga. Il y a de nombreux exemples dans le rapport de M. Kennedy du fait que M. Kabuga fait certaines choses, comme par exemple le fait de faire des blagues sophistiquées. Je relève que le professeur Kennedy s'intéressait donc au sens de cette blague, pas uniquement au fait que cette blague a été faite. Donc, je continue. Donc, le fait qu'il raconte son histoire personnelle, qu'il s'engage dans des discussions au sujet de la nouvelle, s'agissant de l'Ukraine, et le fait qu'il apprenne également un petit peu de néerlandais. S'il peut faire ces choses, et encore davantage, il peut participer de manière procès. Le professeur Kennedy n'a pas suggéré que M. Kabuga est en parfaite santé ou qu'il n'a pas de difficultés cognitives. Il a expliqué que les processus de pensée de M. Kabuga étaient lents. 31 mai, compte rendu, page 70. Qu'il faudrait mettre en place des arrangements importants afin qu'il puisse participer au procès. Le professeur Kennedy accepte que la condition de M. Kabuga peut évoluer et années à venir. Cependant, au jour d'aujourd'hui, sa conclusion est que M. Kabuga peut participer de manière effective et qu'il est donc apte à être jugé. Sa conclusion se base sur un grand ensemble d'éléments de preuve recueillis à partir de nombreuses sources qui ne sont pas résultats du processus d'évaluation. Donc, les opinions des professeurs Mézé et Kennedy ont été placées au centre de ce processus. L'aptitude de M. Kabuga, mais la cohérence des avis des professeurs Matassé-Razo et Bizosa sont essentielles. Le professeur Matassé-Razo, le seul gérontologue à avoir fourni une expertise, a conclu que M. Kabuga à être jugé. Dans son rapport daté de 2 mois avant celui de M. Mézé, il a explicitement considéré et rejeté la possibilité de démence. Il a dit qu'il fallait garder à l'esprit que le déclin cognitif encore la caractéristique de la démence. Rapport du mois de novembre, 26 novembre 2021, intitulé « Considération ». L'information au professeur Matassé-Razo au moment de son rapport au mois de novembre 2021 était en substance la même que celle qui était disponible au professeur Mézé 2 mois plus tard. Les dossiers qui étaient disponibles au professeur Matassé-Razo comprenaient les informations que M. Kabuga, selon lesquelles M. Kabuga avait souffert précédemment d'ischémie cérébrale transitoire qui, comme le nom l'indique, des épisodes transitoires et il ne s'agit pas d'attaque. C'est historique, y compris toutes les autres informations, n'ont pas conduit le professeur Matassé-Razo à diagnostiquer la démence. Aucune indication dans les dossiers médicaux selon lesquels M. Kabuga a subi d'autres AVC ou événements importants qui auraient pu mener à la détérioration de sa condition de manière très importante entre le moment de l'évaluation faite par le professeur Matassé-Razo et par l'évaluation faite par le professeur Mézé. Et pour répondre à votre question, Monsieur le Président, j'ai déjà fait référence donc, au rapport du professeur Matassé-Razo. Maintenant, prenons le docteur Bizosa. Unique parmi
Est-ce qu'il a été en mesure de converser sans le président? Un instant, Monsieur Elderkin. Monsieur Elderkin, bien sûr. Mr. Elder, Le président, Monsieur Elderkin, pouvez-vous, s'il vous plaît, me dire de combien de temps vous aurez encore besoin? Monsieur Elderkin, 10 à 15. Le président, les interprètes peuvent-ils me dire si c'est bon ou s'il faut faire une pause? okay, please continue. Le président, veuillez poursuivre, Monsieur Elderkin. Monsieur Elderkin, mes collègues me disent que je puis y arriver en 5 minutes. Le président, bon, très bien, 5 minutes. Instant, mettre le titre. Pardon de vous interrompre. Je ne suis pas sûr que le détail de l'entretien puisse être public. Le détail de l'entretien entre le et M. Kabuga. L'accusation nous donne beaucoup d'éléments, nous donne des détails sur leurs discussions concernant les charges. Je ne suis pas sûr du tout que ce passage doive être public. Why is that? Le président, et pourquoi cela? Oui, alors écoutez, vous voyez, chacun sur le banc de la défense a son propre avis et tout le monde pense que ça ne doit pas être public. Pourquoi? Un, il y a la présomption d'innocence. Deux, Félicien Kabuga s'exprime par la voix de son avocat, en particulier sur les charges. Et il n'y a absolument aucune raison de le faire parler au fond du procès à travers un expert dont j'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais, et donner ainsi un écho à un certain nombre de choses qui sont extrêmement discutables. Les charges, le fond du procès, son avocat. Et en plus, oui, pardon, et j'oubliais, absolument, il s'agit d'un entretien médical et ce n'est pas nature confidentielle. Les informations médicales, les informations échangées lors d'un entretien médical sont confidentielles, à moins que M. Kabuga veuille, pour une raison X, et par la voix de son avocat, les rendre publics. Mr. Elderkin? Le président, Monsieur Elderkin. Franchement, je ne comprends pas la différence logique entre le fait que le contenu est discuté en audience publique s'agissant donc de ce qui a été dit entre M. Medze et M. Kemedi diffère de ce qui a été dit entre M. Bizosa et Kabuga. Je ne comprends pas très bien ce que cela veut dire. Maître Altit. Je suis la voix de M. Kabuga. M. Kabuga et moi décidons de ce qui peut être public. Et qui n'a rien à voir malheureusement pour elle là-dedans et doit préserver, c'est son devoir, la confidentialité des informations médicales et ne pas parler en particulier de ce qui aurait pu être dit d'après l'expert. Thank you. Le président, merci.
Mr. Elder, can we take Le Président, Monsieur Elderkin, nous sommes d'avis que même en interprétant ce qui a été dit comme une négation de culpabilité plutôt que quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de Monsieur Kabuga, s'agissant d'une question qui pourrait lui être posée en l'absence de représentation juridique, et nous considérons trouve au compte rendu et elle ne devrait pas être publique à ce stade, et donc ces informations seront expurgées. Donc cela, c'est ce qui se passera. Nous pouvons continuer. Monsieur Elderkin, pour terminer, Monsieur Bizosa avait considéré la démence comme diagnostic, mais cela n'était pas une observation, et cela nous vient de l'extrait que j'ai cité tout à l'heure, transcript du 31 mai, page 85 à 89. Et puis pour terminer, le docteur Chuk, son évaluation de M. Kabuga un jour où on lui avait dit que M. Kabuga n'avait pas bien dormi la nuit d'avant. Et M. Kabuga a dit au docteur Chuk qu'il était très fatigué. L'évaluation de M. Kabuga a eu lieu un jour. Il était fort probable qu'il ne se sente pas au mieux de sa forme. Et cela ne peut pas permettre de déterminer son aptitude à son niveau normal. Il y a un document qui n'a été remis à l'accusation qu'après le dépôt du rapport, Dr. Chuk, c'est son CV que nous n'avions pas vu avant, et il faudrait peut-être le mettre dans les courtes. Le président, Maître Alti, il ne peut pas y avoir d'objection ici s'agissant du CV du Dr. Chuk. Monsieur le Président. And so, Dr. Le président, merci. L'accusation. Donc, le CV du Dr. Chuk montre qu'il s'agit donc d'un médecin qui n'a pas de qualification particulière en psychologie. La question de l'aptitude à être jugé de M. Kabuga est une question qui porte les capacités mentales de celui-ci, et donc le fait qu'elle n'a pas d'expertise pertinente doit déterminer le fait que son rapport ne doit pas se voir accorder de poids décision relative à l'aptitude. Pour conclure, je réitère l'importance de ne pas confondre des spéculations quant à l'avenir, même si ces spéculations nous viennent de professionnels médicaux. On ne peut pas confondre cela avec la situation présente que l'on peut observer. Une grande partie du rapport du professeur Mézé et de son témoignage concerne des hypothèses quant au déclin futur de M. Kabuga. Par contre, les rapports du Dr Bizosa, Matache, Razo et Kennedy fournissent des évaluations quant à ces capacités. Et c'est là ce qu'un test d'aptitude devrait considérer. Il revient maintenant à la Chambre de déterminer le poids des éléments de preuve des deux côtés. D'un côté, nous avons les opinions du Dr Chuk, qui doivent être distinctes des spéculations quant à l'avenir de la santé de M. Kabuga. Les éléments de preuve doit être sondé pour voir si il y a des fondements faibles, tandis que le Dr Chuk ne possède tout simplement pas
De l'autre côté, nous avons tous les éléments de preuve, les autres éléments de preuve que vous avez devant vous. Des dossiers médicaux, des rapports des médecins traitants, des évaluations et des opinions des docteurs Matache Razo, professeur Kennedy, et de vos propres observations relatives à la capacité de M. Kabuga à participer à cette procédure. Pour l'accusation, la réponse est très claire. La prépondérance des éléments établit l'aptitude de M. Kabuga à être jugé et nous sommes prêts à commencer ce procès dès qu'on nous l'ordonnera de le faire. Quant à la question distincte du transfert de M. Kabuga à Arusha, je serai encore plus bref que le maître Altit. Nous sommes entre les mains de la Chambre. Notre intérêt est que le procès puisse évoluer de façon rapide. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Le juge président. Merci beaucoup, Monsieur Elderkin. Fort utile. Je devrais également remercier les interprètes de nous avoir aidés et surtout à la lumière de la durée plus longue de cette session que ce qui était prévu à l'origine. La Chambre se félicite des arguments présentés. Nous arrivons donc à la fin de cette audience sur les témoignages experts dans ce stade préalable au procès. Une décision écrite, nous espérons, devrait sortir d'ici la fin de la semaine, de cette semaine-ci. Ce sera fait de toute façon le plus rapide possible. Donc une décision circonstanciée. Nous n'allons pas publier une décision incomplète avec le détail du raisonnement par la suite. Et donc si nous n'arrivons pas, nous espérons, je tiens à vous rassurer que la décision sera publiée très rapidement après la fin de cette semaine. Mais à ce stade, je pense que cette semaine. L'audience est suspendue.